Alors on a plusieurs hypothèses dans le cadre des groupes industriels. Souvent, les porteurs de projets sont accompagnés par le responsable juridique et le responsable légal qui vont venir les assister dans la partie négociation, l'établissement des accords de consortium. Dans les laboratoires académiques, la plupart du temps, les chargés de valorisation vont aussi accompagner leur responsable scientifique dans la négociation des accords de consortium. Ensuite, il est vrai que pour les PME, on se retrouve plus souvent avec soit les dirigeants des PME en question, soit avec des responsables projets qui sont désignés ad hoc pour gérer ces projets-là, et où on a effectivement parfois un déficit d'expérience dans ce domaine-là qui peut les mettre parfois en difficulté. C'est la raison pour laquelle les pôles de compétitivité que j'accompagne depuis maintenant 10 ans ont proposé mon assistance dans cette négociation afin de les aider non pas individuellement mais collectivement à établir l'accord de consortium et à épauler les membres de ces consortiums qui en font la demande, notamment sur la compréhension des mécanismes mis en œuvre dans le cadre de ces accords. Premier élément, c'est vrai que l'accord de consortium aujourd'hui, dans le cadre des financements par les grands financeurs, que ce soit le FUI, l'ANR ou d'autres financeurs, l'établissement d'accords de consortium était un poste requis au financement et en tout cas au versement de la deuxième tranche il y a encore quelques mois, et aujourd'hui de plus en plus le versement du premier euro par les financeurs est assujetti à la fourniture de l'accord de consortium, soit négocié, finalisé, soit même signé. Donc ces accords ont pour ambition, autour du processus de collaboration des partenaires, de fixer les règles du jeu, à la fois sur la partie comment ça va fonctionner, la partie comité, organisation du travail de recherche, de régler les problématiques autour de la propriété intellectuelle, des résultats qui seront éventuellement obtenus, et ensuite de préparer les conditions d'exploitation future des produits, des services, des technologies qui vont émerger dans le cadre de ces projets. Donc on a un mode contractuel, un ensemble contractuel qui vise à réglementer le travail des partenaires pendant les 3 ans généralement d'exécution du programme, et puis de préparer le travail d'exploitation entre les partenaires industriels à la suite de ce programme. Donc c'est un accord qui est sur la base assez standard, qui existe depuis un petit moment, puisqu'il y a une quinzaine d'années déjà que la recherche collaborative fonctionne de cette manière-là. Et sur la base de ces modèles d'accord qu'on peut trouver à droite à gauche, les partenaires vont devoir négocier. Sur la partie fonctionnement, c'est assez standard, on va choisir les modes de fonctionnement, comité de pilotage, les comités techniques, etc. Et puis surtout sur la partie propriété intellectuelle et exploitation, on va affiner un peu les conditions d'attribution de la propriété intellectuelle et d'exploitation de cette propriété intellectuelle ultérieurement dans le cadre de cet accord. Donc c'est la raison pour laquelle il est absolument fondamental et qu'il est une des conditions de validité d'un projet de ce type-là au regard des financeurs aujourd'hui. Donc l'accord de consortium est construit sur la base d'essentiellement, pour simplifier, 2 documents, l'accord lui-même qui est la partie juridique, et puis un groupe d'annexes qui va venir définir le périmètre un peu technique d'activité des partenaires, aussi en termes de propriété industrielle, et notamment on a une annexe qui s'appelle généralement l'annexe 1 qui décrit le projet, qui reprend la partie technique ainsi que la partie organisationnelle notamment par des systèmes de tâches et de sous-tâches qui sont définis dans le cadre de cette annexe-là, qui va définir l'activité des partenaires pendant la durée de réalisation du programme. Sachant que j'ai vu passer dans ces documents-là, qui sont souvent les documents qui sont soumis d'ailleurs aux financeurs, j'ai vu passer des considérations qui vont au-delà effectivement des considérations techniques ou de propriété intellectuelle ou d'exploitation, qui intègrent notamment, je l'ai vu dans au moins un projet, des notions de parité par exemple, qui sont plus intégrées dans ce genre de documents, dans l'annexe. Donc on peut imaginer d'avoir des annexes qui vont venir définir des engagements que pourraient prendre les partenaires au regard de ces problématiques sociétales, et notamment par exemple par l'annexion de chartes spécifiques dédiées à ces problématiques-là qui pourraient être annexées à ce document, sachant que généralement on va considérer que ces programmes, sur la base de l'accord de consortium, sont des obligations de moyens. Donc il y a une espèce d'ambiance qui est propice à ce qu'on annexe dans cette description des moyens qui vont être mis en œuvre, des moyens qui seraient des moyens d'une vision sociétale à travers des annexes, des chartes, ce genre de choses qui pourraient envisager ces problématiques. De toute façon, sur le plan de la construction du contrat,
entre guillemets, parasiter la dimension purement juridique et engagement des partenaires par des considérations de cet ordre-là, sur le plan purement mécanique, me paraît pas être la bonne solution, sachant que les annexes ont une vertu contractuelle et que l'annexe permet de déployer plus facilement, de manière plus large, des considérations qui seraient des considérations de cet ordre-là, alors que les intérêts dans le contrat nous obligent à les enfermer dans des articles qui doivent être précis, avec des mécaniques juridiques assez contraints. Donc moi j'aurais tendance à privilégier cette solution-là, quitte à, dans l'accord de consortium, faire référence au fait dans un article assez simple, en disant les partenaires ou les parties souhaitent adhérer aux chartes qui sont annexées au présent contrat et mettre en œuvre tous les moyens possibles pour y adhérer le plus rapidement possible. Voilà, des considérations qui sont plus de l'ordre de quelle est la hauteur de l'engagement vis-à-vis de mécanismes qui sont définis en annexe, qui ont la même valeur dans l'annexe que s'ils étaient dans le contrat. La limite, c'est l'accord des partenaires, parce qu'on est dans un accord multipartenariat, donc on a un certain nombre de partenaires, en gros de 3, 4, 5 jusqu'à 20 partenaires. La limite dans ce genre d'exercice, c'est d'arriver à emporter l'adhésion de l'ensemble des partenaires sur cette intention détaillée dans le cadre de cette annexe-là, et de ne pas aller au-delà de ce que les partenaires peuvent réellement faire. Aujourd'hui, dans les contrats industriels, les gros industriels imposent souvent des chartes éthiques à leurs partenaires, à leurs sous-traitants, avec des choses qui leur sont très standards et qui sont imposées aux partenaires industriels. C'est là où on touche à la limite de l'exercice, parce que ces chartes sont imposées, elles ne sont pas vraiment discutées. Dès lors que dans ce cadre-là, on a des accords qui sont assez largement discutés, co-établis entre les partenaires, je ne vois pas forcément de limite dès lors que c'est librement consenti par tout le monde et que c'est acceptable par tous, sachant à nouveau que c'est un des éléments fondamentaux quand même de ces accords-là. On est sur une obligation de moyens de la part des partenaires, on est sur un engagement de mettre en œuvre des moyens pour atteindre ces objectifs-là. On n'est pas dans une obligation de résultat, donc on peut avoir cette approche de se fixer des règles à atteindre sans s'obliger forcément, parce qu'on va les avoir décrites, à les atteindre, et on va se dire je suis en défaut si jamais je ne les ai pas atteints. Je pense que c'est ce qui me met en position de confort pour définir des choses qui peuvent être assez largement prévues dans ce genre de... Effectivement, sur ce genre de principe, on est dans finalement le pas très juridique, puisqu'on est sur des engagements de principe, sur des choses qui relèvent de l'éthique, d'un certain nombre de thématiques qui sortent du périmètre du droit. Donc effectivement, lorsqu'on me demande de générer ce genre de document, je suis bien en peine de le faire, parce que c'est pas mon secteur d'activité. Aujourd'hui, je pense que la source d'inspiration, ce sont effectivement toutes les chartes éthiques qui sont faites par les grands industriels, quelle que soit la valeur qu'on peut y attacher en termes de réalité, de l'intention, mais quoi qu'il en soit, je pense que ces chartes-là peuvent servir de base de discussion, d'inspiration, sachant, oui, je suis assez d'accord que si on veut promouvoir ce genre de solution, il faut proposer sans doute aux partenaires qui vont être focalisés dans ces instants-là, plutôt d'un côté sur la partie scientifique, de l'autre sur la partie contractuelle, financière. Il ne serait pas mauvais de leur proposer des outils déjà prédéfinis, des chartes auxquelles ils pourraient, sur la base desquelles au moins ils pourraient discuter, pour pouvoir établir des choses sur lesquelles ils sont susceptibles d'adhérer. De toute façon, la négociation de l'accord de consortium est un exercice, on le disait tout à l'heure, essentiellement juridique, pour lequel les partenaires ne sont pas forcément préparés ou n'ont pas toujours les ressources disponibles pour avancer. L'anticipation et l'accompagnement d'expérience me paraissent la meilleure solution pour éviter des écueils qui font que le consortium est négocié sur une durée trop longue. C'est d'autant plus vrai que, alors si on a beaucoup de partenaires, se réunir pour négocier un accord de consortium quand on est 20, c'est quand même compliqué à organiser matériellement. Et qu'ensuite, en deuxième lieu, on a aujourd'hui une contrainte forte. Dans certains financements, on va demander à ce que l'accord de consortium soit conclu avant le versement du premier euro, ce qui nous met dans un délai qui est maximum de 3 mois pour arriver à signer l'accord de consortium, parce qu'il y a une contrainte forte. Donc fournir des outils, comme on le fait dans certains pôles Rhône-Alpin, où on a fourni un modèle d'accord de consortium de base qui permet d'amorcer les discussions plus aisément, est quelque chose qui me paraît de nature à accélérer grandement ces questions-là et à permettre aux partenaires de se focaliser finalement sur à la marge les éléments qu'ils souhaitent voir affinés dans le cadre de la négociation plutôt que de partir de zéro.